partie américaine, avec une réunion de la Fed, alors non pas cette semaine, mais la semaine prochaine, on aura entre-temps un nouveau rapport sur l'inflation aux États-Unis. Donc la macroéconomie américaine reste un sujet également pour les investisseurs cette semaine. Éric Lafrenière est avec nous en plateau, gérant Action américaine chez Richelieu Gestion. Bonjour et bienvenue Éric. Bonjour Grégoire. Oui, effectivement, la macro reste quand même le driver des marchés, ou en tout cas du sentiment de marché, et c'est un sentiment qui est très variable. Je me souviens que mi-mai, autour du 20 mai, on notait beaucoup d'inquiétudes sur la partie croissance. Quand on regardait la tête du marché américain, les taux longs se détendaient fortement, on retombait à 2,75 sur le 10 ans américain. Et puis on a vu quelques chiffres, le rapport mensuel sur l'emploi vendredi, et puis l'idée d'une inflation qui n'est pas encore abattu, loin de là. On verra d'ailleurs ce qu'il en est pour le mois de mai avec la marque d'inflation qui sera publiée ce vendredi. Comment vous regardez l'histoire macro à ce stade pour les États-Unis, Éric ? Oui, les marchés sont globalement quand même assez compliqués. Si on regarde le S&P sur le mois de mai, a fini pratiquement flat, mais on a eu, je crois, jusqu'à presque 7% de baisse, je crois 6,6% de baisse au point bas. Donc quand on regarde que les données mensuelles, on se dit, bon, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose, mais on a eu des marchés qui ont été très volatiles, on a eu beaucoup de séances avec des mouvements intraday de 2-3%, beaucoup d'inquiétudes, comme vous l'avez indiqué, sur la croissance, avec les taux qui avaient rebaissé. Aujourd'hui, les taux 10 ans sont revenus à 3%, donc le marché est très indécis. On a eu un CPE qui est l'indicateur que regarde en premier la Fed sur l'inflation, qui était plutôt satisfaisant, qui a semblé montrer une certaine stabilisation, notamment sur la partie corps, donc qui était intéressant à regarder. Aujourd'hui, on a donc pour vendredi le CPI, et on a eu la semaine dernière donc le rapport sur l'emploi, qui avait des éléments positifs et des éléments négatifs. Il y en avait pour tout le monde. Oui, il y en a eu pour tout le monde. Le marché a été très hésitant. D'ailleurs, on l'a vu en séance avant de choisir une direction plutôt à la baisse. On a eu moins de création d'emplois, que ce soit dans le secteur privé ou dans le non-farm, moins que le mois précédent, donc ce qui est plutôt un élément positif. Par contre, plus que ce qui était attendu, ce qui est un élément négatif. Quand on regarde la progression des salaires, des rémunérations sur un an glissant, on était légèrement en dessous. Donc un autre élément plutôt positif. Donc je pense que le CPI de cette semaine va être particulièrement attendu et regardé. Et on risque d'avoir beaucoup de volatilité jusqu'à ce chiffre cette semaine, ça c'est clair. Et en fonction du scénario, un mouvement dans un sens ou dans l'autre, mais assez important. C'est-à-dire que c'est terrible parce qu'on en vient, du point de vue des marchés, je le précise toujours, mais on en vient à se dire, si les données économiques américaines sont trop bonnes encore, ça fait peser un risque de marché toujours sur les valorisations, avec une Fed qui finalement a un feu vert pour continuer de normaliser à marche rapide. On aimerait voir des données économiques américaines qui se détériorent, ou en tout cas qui refroidissent plus que ce qu'on observe aujourd'hui, Éric. Tout à fait, on aimerait voir en fait les effets des deux premières hausses des taux. On a eu 0,50 et 0,25 déjà actés par la Fed. La hausse de juin est actée également, celle de juillet aussi probablement, où les débats commencent à être ouverts, c'est autour de celle de septembre. Est-ce qu'on aura 0,50, 0,25, est-ce qu'il y aura une pause ou pas? Et tout ça va dépendre, bien entendu, de l'évolution de l'inflation d'ici là, et c'est un élément qui sera hyper important, et il faut une dégradation, en tout cas un refroidissement de l'économie qui accompagne aussi cette baisse de l'inflation. Nous, notre avis, c'est que quand on regarde un petit peu l'évolution de l'emploi, et qu'on regarde la courbe de Phillips, on semble être vraiment positionné dans le haut de cette fameuse courbe, et que les choses devraient commencer à se détendre. Le taux de chômage est à 3,6%, c'est le troisième mois consécutif où le taux ne baisse plus. Donc c'est plutôt un élément qui est quelque part rassurant. À côté de ça, la macro est un peu moins bonne, mais reste quand même bonne. Donc on voit que le consommateur reste plutôt aussi... N'a pas capitulé encore. Non, pas encore. Et que voilà, la Fed a une mission difficile. Elle essaie de beaucoup communiquer en amont. Donc je pense que le marché l'a écouté. On le voit dans les anticipations de hausse des taux. Donc au-delà des deux hausses qu'on a pu avoir jusqu'ici, il y a aussi le discours qui est quand même assez dur. Réduire l'inflation à tout prix. Donc je pense que le marché commence à intégrer. Le CPI de vendredi devrait nous en donner une aperçu et donner la suite
de la direction au marché, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer un soutien pour la Réserve fédérale américaine dans la lutte contre l'inflation, sachant qu'une partie de l'inflation est générée par des problèmes d'offres, d'approvisionnement, de matières premières notamment. On voit quand même pas mal d'agitation autour de la question pétrolière. Donc il y a l'embargo européen sur le pétrole et les produits pétroliers russes, graduel jusqu'à la fin d'année. On voit également des mouvements stratégiques côté américain. Les réserves stratégiques ont été libérées et utilisées cette année. Toujours l'idée d'un deal politique, pourquoi pas avec l'Iran. Et puis on voit bien que les intérêts américains sont en train de revenir aussi vers des pays producteurs comme l'Arabie Saoudite. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs questions. Donc on le voit déjà avec le Venezuela, qui va être autorisé à exporter du pétrole en Europe, donc qui va compenser une partie de l'embargo russe. On voit avec M. Biden qui a quelque part, je pense que c'est un peu en relation avec la dernière réunion de l'OPEP où l'Arabie Saoudite s'est engagée à augmenter un peu plus sa production, donc il y a une espèce de jeu d'ouverture entre les deux parties. Donc M. Biden qui est prêt à rencontrer MBS dans les mois à venir, encore que on sait que c'est très critiqué par rapport aux incidents qu'on a pu avoir avec le journaliste l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Oui, voilà. Donc tout à fait. Donc aux États-Unis, c'est sensible qui avait fait aussi dire à Joe Biden que l'Arabie Saoudite était devenue un État paria. C'est comme ça qu'il avait présenté les choses. Exactement. Et là, on voit que les choses sont aussi un peu en train de se détendre de ce côté-là, parce que quelque part, il faut trouver des solutions pour compenser ce pétrole russe. Donc on le voit, même si l'Inde, elle, de son côté, continue d'acheter massivement du pétrole des côtés, quelque part, et que la Chine aussi, je crois, a constitué une partie de ses stocks. Donc ça sera intéressant de voir comment ces choses-là évoluent, mais devrait apporter un certain plafond, en tout cas sur l'évolution des cours du pétrole, je pense, dans les mois à venir. C'est ça. Le mieux, c'est d'apporter un plafond au prix du pétrole, qui reste élevé. On tourne toujours autour de $120 le baril de Brent. Mais certains le voient à 140, Goldman Sachs en l'occurrence pour le troisième trimestre. Non, mais bon, ils peuvent se tromper. Mais évidemment, mais c'est vrai que... L'idée est comme pour l'inflation. Il faut d'abord stabiliser les choses avant de commencer à inverser. Et c'est plutôt le scénario que nous on semble voir. Bon. L'autre facteur d'analyse pour les investisseurs boursiers, notamment, Eric, ce sont les résultats d'entreprise. Et c'est vrai qu'à l'issue du premier trimestre, on avait quand même l'idée, la big picture, la grande photo, que les marges et les profits des entreprises américaines avaient très bien tenu, ont très bien tenu jusqu'à présent. Il y a eu quand même quelques warnings qui ont affecté le sentiment de marché il y a quelques semaines de ça. Walmart, Target dans la grande distribution, Snap dans la publicité en ligne. Et puis on voit des petits ajustements, alors qui ne sont pas non plus des warnings structurels, mais Microsoft qui alerte sur les effets de change. Et puis on voit des déclarations de grands groupes de tech au sujet des embauches, qui sont assez nouveaux quand même dans le paysage, que Amazon dise ça y est, on est correctement staffé, on n'a plus besoin d'embaucher, ou que Tesla dise on envisage de baisser de 10% nos effectifs. C'est très nouveau, on n'a jamais entendu ça ces dernières années. Oui, mais il faut regarder les choses individuellement. Si on regarde le cas de Target, qui a quand même agité pas mal l'activité retail, c'était l'une des premières à publier dans les grandes. Le problème, il n'est pas nécessairement lié à la macro, en tout cas pas directement lié à la macro. Il y avait deux événements, ils se sont retrouvés avec des stocks très importants sur des produits qui n'étaient pas ceux que recherchait le consommateur. Donc, il ne correspondaient pas à la demande du moment. Exactement. Donc des produits, en plus, ils l'expliquent très bien, très clairement dans leur call, des produits assez volumineux et qui prenaient de la place dans les magasins. Et pour ne pas ruiner l'expérience client ou consommateur, ils ont voulu tout de suite les vendre à rabais pour pouvoir aménager et faire de la place pour du nouveau matériel. Donc il y a eu une erreur dans la gestion des stocks. Et deuxièmement, ils se sont aussi retrouvés dans un marché de fret très volatile, à devoir payer le fret au prix spot. Et ils avaient déjà des anticipations de coûts de fret élevés, mais ils ont rajouté $1 milliard supplémentaires sur ces coûts de fret. Donc là, il y a des problèmes de quelque part un peu de gestion. Et le management a été très clair et il l'a assumé. Et ils ont même dit que c'était une gestion qui n'était pas nécessairement très acceptable et qu'ils allaient tout faire pour remettre Target sur les rails. Donc là, on le voit, c'est vraiment des éléments très, très spécifiques. Il n'y a pas de lecture macro. Vous ne faites pas de lecture macro sur Target, pas spécifiquement. On peut s'interroger effectivement sur le fret, parce que la demande de fret avec la réouverture, les approvisionnements, bien entendu, il y a des moments où c'est plus tendu que d'autres. Et sur le comportement du consommateur. Mais le comportement du consommateur, il est plus lié, je pense, à la réouverture de l'économie et des changements de besoins de consommation. Où à une période, on a beaucoup investi sur peut-être de l'électronique, notamment des téléviseurs et autres, et que maintenant, les gens sont peut-être plus rués sur des barbecues
et des choses comme ça pour pouvoir profiter de l'extérieur et profiter clair. de la réouverture. Donc c'est des changements de comportement. Donc sur Target, d'ailleurs nous on en a dans le fond et on a plutôt profité pour renforcer légèrement, même si le management a été clair que les impacts des réductions sur des prix de vente allaient avoir un impact sur le Q2. Après sur Microsoft, là aussi c'est pas nécessairement lié à la demande, c'est lié à des effets de change, Non, donc c'est des le effets change, qui sont acceptables. Et d'ailleurs le jour de l'annonce, le titre a plutôt bien réagi. C'est vrai. La demande sur le vrai. cloud reste au rendez-vous. Non, mais ça soulève la ouais. question du change avec un Ouais. dollar qui n'a jamais été aussi fort face à l'ensemble des grandes devises du G7 au moins. Oui. Nous, sur le dollar, au sein de Richelieu Gestion, on était plutôt une vue positive du dollar. Et là, tout début juin, sur notre dernier point mensuel, on est revenu sur un positionnement neutre sur le dollar. Donc on pense qu'on est dans une fourchette plus restreinte. Et que ça peut s'arrêter de monter. Ou en tout cas, le risque de hausse est moins important que peut-être le risque de correction. On voit que la BCE, on en parlait tout à l'heure, va devoir commencer à agir sur les taux et que voilà, beaucoup de choses sont déjà pricées probablement dans le parcours du dollar. Et sur le fait que des sociétés comme Tesla, quand même sur des segments normalement très porteurs, alors c'est pas la production qui est en cause, mais commence à dire on va peut-être non seulement arrêter d'embaucher, mais réduire un peu les effectifs, en tout cas le temps de travail des effectifs. Faut regarder aussi le rythme d'évolution, de production, de croissance du nombre de véhicules livrés qu'a connu Tesla dans les derniers trimestres. Donc c'est une accélération assez forte, donc c'est sans doute des réajustements. Et si je ne me trompe pas, je n'ai pas Tesla en portefeuille, donc je la suis de plus loin, mais j'ai cru comprendre qu'au niveau du siège et donc la partie développement, il n'y aurait pas nécessairement de ralentissement d'embauche de ce côté-là. Et si on regarde Amazon, Amazon a été assez clair aussi qu'en fait, ils se sont retrouvés un peu avec l'effet Covid, avec des espaces en entrepôt trop importants. Et ils sont en train de regarder pour sous-louer et de résilier un certain nombre de ces bails qu'ils avaient mis en place. Donc peut-être sur certains acteurs qui peuvent être plus ça peut peser. Oui, sur certains acteurs qui gèrent notamment ces entrepôts peuvent peser. Mais on voit que Amazon est tout de suite en train de prendre les bonnes actions pour essayer de limiter et d'ajuster un peu plus l'activité. En termes tactiques ou stratégiques d'investissement, Eric, il fallait reprendre du risque là ces dernières semaines. C'est ce que vous avez fait en tout cas. Écoutez, nous chez Richelieu, on sort un point mensuel où on explique notre allocation d'actifs sur que ce soit la classe à actions, obligataires, devises et ensuite les thématiques qu'on aime mettre en avant. Sur le point qu'on vient de sortir pour le mois de juin, nous sommes repassés sur un niveau de risque action 4/4. Donc nous avons augmenté notre niveau de risque. Nous aimons aussi la partie obligataire dans la partie high yield. Et en termes de zone géographique, pour le moment, nous sommes toujours, nous sommes depuis un certain nombre de mois, surpondérés sur la partie américaine et nous sommes passés neutres, de sous-pondérés à neutres sur la partie européenne. C'est une position tactique ou c'est l'idée que quelque chose de plus constructif est en train de se développer peut-être pour un peu de temps? Donc sur la partie américaine, nous on est plutôt à ce stade dans le camp que la Fed va réussir son pari de soft landing. De soft landing. C'est un peu le scénario qu'on a pour le moment. Et que quand on voit le niveau de marché aujourd'hui, les niveaux de valo, on en parlait tout à l'heure, avec un S&P qui est revenu autour des 16, un peu plus de 16 fois, et c'est les niveaux qu'on connaissait en 2011, que la Fed réussira son pari et que sur ces niveaux de marché, il y a des choses intéressantes à faire en termes de thématiques aussi. Donc, on a préféré remettre un peu de risque. Le risque, il est plus à la hausse qu'à la baisse à ce stade. Très clair. Pareil du soft landing de la Réserve fédérale américaine. Bon, on suivra ça. La réunion de la semaine, c'est celle de la Banque centrale européenne et la Fed se réunit la semaine prochaine. Tout a été bien téléguidé de ce point de vue-là. Ce sera 50 points de base, quasi sans aucun doute, sauf changement majeur d'ici là. Et puis la réunion de juillet verra aussi une hausse de 50 points de base du côté de la Réserve fédérale américaine. Merci beaucoup, Eric. Eric Lafrenière qui est avec nous en plateau, gérant actions américaines chez Richelieu Gestion, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission sur Bismart.